Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait. Juin, 5e et dernier étage, à approximativement 15 mètres d'altitude, Paris. La cheminée se meut en un impressionnant instrument à vent qui se fait caisse de résonance de l'atmosphère extérieure. Mon regard se porte dehors sur les masses nuageuses qui semblent se déplacer plus vite qu'à l'accoutumée. Denses et de plus en plus charbonneuses, elles inondent bientôt l'entièreté du ciel. J'ouvre la fenêtre et avale malgré moi le flux d'air qui m'arrive dessus. Il a un goût âpre, chargé de particules de pollution. Je tends le bras et sens des gouttes d'eau qui picotent délicatement l'épiderme de ma peau. Une odeur monte de la rue en contrebas et m'emplit alors les narines. Une fragrance humide chargée d'effluves de goudron. Épisode 2. Expérimenter le temps à corps perdu, vers une immersion sensorielle. Avec l'artiste peintre Lola Ripoche, l'année parfumeur Julie Fortier, l'artiste sonore Félix Blum et la danseuse Camilla Milani. Le temps qu'il fait n'est pas seulement un objet d'étude distant et raisonné, c'est aussi une expérience multisensorielle que l'on vit et qui nous habite. Notre corps est le médium de cette immersion sensible quotidienne au cœur des atmosphères météorologiques. Alain Corbin, historien spécialiste du sensible, extrait d'émission France Culture 2013. Il est évident que nous sommes tous météosensibles, d'autant que la nouveauté dans l'histoire du corps, c'est que le corps est devenu une centrale de sensations. Cette immersion atmosphérique primaire est cependant quelquefois empêchée par nos vies artificielles en intérieur allant de microclimat en microclimat contrôlé. Des formes d'hétérotopie, telles que les décrit le philosophe Michel Foucault, comme des espaces enclavés régis par leurs propres règles. Des hétérotopies météorologiques. Dans cette quête d'étanchéité, faute de pouvoir manipuler à sa guise le ciel, l'humain a inventé pour se protéger de nouvelles matières artificielles. Jouant le rôle d'abri, elles font barrage à la portée des météores sur lui. Notre corps sous contrôle s'est peu à peu rendu imperméable aux manifestations météorologiques. Pourquoi ne pas faire tomber un instant l'armure pour véritablement les éprouver au plus proche de nous et de nos sens? Je vous invite au travers de cet épisode au réveil progressif de nos 5 sens à l'atmosphère. J'apprécie de pouvoir, à domicile, être sans cesse en prise avec l'extérieur, notamment au fait de pouvoir s'arrêter un instant pour regarder le ciel, pour permettre aux personnes qui sont avec moi aussi de prendre une pause pour le regarder. Regarder le ciel, vivre les phénomènes météorologiques par le sens de la vue. Lola Ripoche, artiste peintre, me parle ici de la manière dont elle se met en lien avec le ciel depuis son atelier observatoire perché dans les hauteurs de Lyon. Elle tente dans sa quête esthétique de capturer visuellement les sensations nuageuses impalpables, mouvantes, parfois à la limite de la perception. J'ai forcément une idée prédominante que je cherche à faire ressentir à la personne qui regarde ces tableaux. Des effets d'absorption, presque une sensation ouatée. Ça peut être aussi d'influer sur une certaine perception qu'on pourrait avoir de l'hygrométrie d'une pièce ou même mentale. C'est-à-dire, est-ce que là, l'air est chargé d'humidité, comme sur ce tableau-là que tu vois, ou au contraire, il est beaucoup plus sec. Donc voilà, ça implique d'essayer de faire monter les masses très 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 progressivement pour créer une dissolution totale de la couleur. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être en mesure de savoir vraiment quelle toute petite gouttelette de peinture, parce que ce sont des toutes petites gouttelettes peintes, est bleue, est blanche ou est dans cet infini entre deux. Pour moi, en tout cas, la solution que j'ai trouvée, elle passe par une grande superposition de couches qui viennent s'interpénétrer et qui viennent vraiment brouiller les pistes et brouiller le regard. Et ça passe donc aussi par du flou. La peinture devient un exercice du regard où le geste se met à l'unisson de l'œil. Le regard tente de s'imprégner de l'atmosphère du ciel de façon détaillée et pénétrer sa complexité.
Comme Lola Ripoche, de nombreux peintres se sont emparés du motif fondamental et inépuisable des variations diurnes du ciel. Depuis la Renaissance, avec par exemple la technique du sfumato de Léonard de Vinci, en passant par les impressionnistes qui, grâce à l'invention des tubes de peinture, sortent de leurs ateliers pour aller se frotter au plein air, ou encore la peinture romantique qui fait naître l'idée du sublime pour parler de ce que nous pouvons ressentir face au déchaînement de la puissance des éléments. Corroborant la pensée de Goethe dans son traité des couleurs de 1810, pour l'écrivaine Anouchka Vazak, les phénomènes météorologiques sont le laboratoire naturel, à ciel ouvert, d'expérimentation des lois de la couleur. Il peut y avoir une sorte de brillance avec l'éclat qui va juste, comme actuellement, jusqu'à l'éblouissement total d'un blanc qui est d'une pureté. Je pense qu'il n'y a rien de plus pur que le blanc des nuages. Et en même temps, il y a une matité qui est totalement absorbante pour l'œil, dans lequel on peut se perdre. Nous, on les perçoit comme des artefacts relativement surfaciques parce qu'on en est loin et on n'a qu'un point de vue sur eux. Et en même temps, toutes les ombres qui les composent nous indiquent la façon dont ils sont constitués. Mais on a cette information que par les ombres. C'est fou d'imaginer en 3 dimensions quelque chose que je pourrais jamais toucher, pourrais jamais tourner autour. Pour Lola Ripoche, comme pour les regardeurs, ces tableaux agissent comme une invitation. On pourrait également parler d'invite, pour reprendre le terme employé par la philosophe Estelle Zongmengual. L'invite correspond à un élément qui nous ferait agir différemment vis-à-vis de la nature. Ici, ce serait le tableau qui nous fait lever les yeux vers le ciel. Le tableau agit comme un intermédiaire, comme une interface de traduction pour notre œil de la complexité du ciel. Est-ce qu'il y a du vent ? Quelle est son intensité ? Quelle est sa direction ? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser tout à fait en étant dehors. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de les synthétiser, qu'on ait une expérience très directe, assez forte, et qu'ensuite on puisse être amené à juste lever les yeux et regarder le vrai ciel et les vrais nuages. Pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt comme des médiateurs, ces tableaux. Et effectivement, une fois qu'on a appris à regarder, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est quelque chose qu'on a en plus. Il y a donc l'enjeu de prêter attention à ce qui nous entoure en permanence et qui, de ce fait, se rend invisible à nos yeux. Pour ce faire, il ne s'agit pas seulement de contempler passivement, mais de se rendre actif de ce que l'on voit. C'est un apprentissage qui enjoint chacun à déplacer l'altitude de son regard, à ralentir et à faire preuve de patience. Dès lors qu'on commence vraiment à les observer, à les regarder, c'est impossible de pas s'arrêter, de pas tout arrêter pour un beau nuage. Si c'est aussi ancré en moi et automatique, c'est aussi parce que ça me procure un plaisir sans cesse renouvelé. Vraiment, je n'éprouve aucune forme de lassitude et au contraire, plus je regarde le ciel, plus il me fascine. Là où le regard maintient malgré tout l'illusion de distance entre les phénomènes météorologiques et nous, les autres sens s'en abstiennent. Félix Blum, artiste ingénieur du son, fait le tour du monde pour tenter de capturer avec sa perche et son micro des ambiances sonores. Il me parle ici de l'importance du son dans la perception générale, même si nous n'avons pas toujours l'impression d'être à l'écoute. Notre cerveau a tendance, de manière générale, à toujours se concentrer sur certains sons qu'il va définir comme des sons utiles et puis à éliminer tous les autres sons qui semblent être des parasites ou des bruits ou des sons qui viendraient polluer, on va dire, ce son utile. Donc le vent, souvent, est considéré un peu de cette manière par nos écoutes. C'est vrai que parfois, il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour qu'on se rende compte de la qualité sonore du lieu dans lequel on est. Ça peut se passer, évidemment, avec un pas dans la neige, mais ça peut se passer de plein d'autres manières. On peut avoir des gouttes qui tombent, on peut avoir de la neige qui fond, enfin il y a plein de choses qui peuvent tout d'un coup nous attirer ou nous faire écouter un élément météorologique et du coup changer notre perception globale qu'on peut avoir de la météo. Pour savoir écouter, il faut d'abord prendre conscience de ce que nous n'entendons pas ou plus, ce qui nous est hors champ. Pour autant, il est indéniable que chaque élément météorologique possède un pouvoir intime d'évocation, de suggestion, faisant appel aux imaginaires vécus et ressentis individuels.
Je pense que l'ambiance sonore de la neige, c'est cette idée de rendre un lieu beaucoup moins réverbérant, beaucoup plus absorbant, comme peut l'être, voilà, je disais, un studio d'enregistrement. Donner une sensation d'être plus intime, plus dans un espace plus moelleux, comme plus cocoon, on va dire. Du coup, on va peut-être faire plus attention à nous, comment on va créer des sons. Je pense que c'est quand même moins évident de savoir ce que le soleil crée comme son. Si ce n'est qu'on pourrait se dire, bon, si le vent crée du son uniquement quand il rencontre un arbre ou quand il rencontre un obstacle, et du coup on entend le son de l'arbre, on pourrait se dire les oiseaux chantent, ou toute une série d'oiseaux ne chantent que quand il y a du soleil. Est-ce que ce qu'on entend c'est le son des oiseaux ou est-ce que c'est le son du soleil qui est l'auteur ou qui est le déclencheur des sons qu'on entend? Du coup, l'ouvrir à ce qu'on appelle le vivant. Les phénomènes météorologiques permettent donc de donner la parole à notre environnement, aux vivants comme non-vivants, et de se mettre en connexion avec. On dit le son du vent, mais on se peut poser la question à quel point c'est le son du vent, à quel point c'est le son d'un arbre. Du coup, le vent est une manière de donner la parole à l'arbre. Ces sons sont interliés et que finalement, c'est la rencontre du vent et de l'arbre qui va créer le son du vent. Et donc, du coup, moi, j'aime bien penser les éléments ensemble comme un grand tout, comme une espèce de grand dialogue qui se ferait entre des êtres vivants, humains ou non humains, et un espace naturel et des événements météorologiques, plutôt que d'essayer de les séparer, de plutôt écouter ces moments de dialogue, ces moments où on peut imaginer qu'ils coexistent et qu'ils cohabitent dans un même lieu. Bien que baigné en permanence dans un environnement sonore, savoir se mettre à l'écoute de l'atmosphère et au-delà apparaît essentiel pour se relier au monde et accéder à une compréhension plus approfondie de celui-ci. L'odorat n'est pas non plus le premier sens qui nous vient à l'esprit lorsque nous évoquons les phénomènes météorologiques. Pour moi, la météo, elle passe quasiment que par l'odorat. Je sens quand il va pleuvoir, je sens l'orage. Julie Fortier, artiste parfumeur, crée le nez au vent des nuages olfactifs composés de milliers de touches parfumées. Dans son atelier à Rennes, elle me fait prendre conscience de l'importance vitale de l'olfaction dans notre relation sensorielle à ce qui nous entoure. Le nez, c'est une sentinelle. Et en fait, c'est ce qui t'avertit avant même que tu aies entendu, vu, touché quelque chose. C'est vraiment une extension spatiale du corps. C'est comme des tentacules, en fait. Parce que c'est une perception liée à la survie. Qui n'a jamais senti l'odeur si caractéristique de la pluie? C'est en effet une des odeurs météorologiques les plus communes et à laquelle tout le monde est assez familier. L'odeur de la pluie, moi je l'ai appelée pétrichor parce que c'est l'odeur de la terre sèche qui est réhumidifiée par la pluie. Parce qu'en fait, l'odeur de la pluie, c'est surtout ça. C'est le pétrichor qui remonte. Comme les odeurs se propagent beaucoup plus facilement avec l'humidité, mais la pluie nous amène cette odeur. Les plantes produisent une sève quand il fait très chaud et cette sève tombe sur la terre et ça constitue aussi des signaux chimiques pour les graines. Quand la pluie arrive, en fait, ces signaux chimiques se réveillent et envoient des signaux aux graines pour leur dire allez-y, c'est le moment, faut y aller, c'est maintenant, c'est la vie, quoi. Et là, les graines germent. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'odeur de la pluie, c'est que c'est un message de vie, en fait, c'est un message de renouveau. Ces odeurs météorologiques, bien loin d'être anecdotiques ou anodines, sont donc porteuses d'émotions, de souvenirs, mais aussi d'informations sur l'environnement dans lequel nous sommes immergés. Je me rappelle de mes étés à Montréal où l'asphalte était tellement chaude. Il y avait un été où il pleuvait systématiquement à 4 heures comme si c'était une pluie tropicale. Mais il y avait une odeur puissante qui sortait là, à moitié goudron, poussière, huile essentielle. C'est très très étrange, j'adore cette odeur. Si t'es dans la forêt, la neige n'a pas du tout la même odeur que si t'es en ville, que si t'es dans une prairie, que si t'es en haut d'une montagne. Rien à voir. Si elle est un peu fondante ou un peu dure, cristallisée, si elle a fondu, gelée, c'est pas la même odeur non plus. Au-delà de simplement dégager des odeurs, les paramètres météorologiques influent sur les performances de notre odorat et modifient nos perceptions olfactives. Le temps qu'il fait agit sur nous et nous transforme. Et il était frustré parce qu'il dit « Ah, mais aujourd'hui, on sent rien » parce qu'il faisait froid et c'était vraiment très dur de sentir. Mais je suspectais toute la richesse, tu sais, en allant chercher vraiment. Mais oui, cette question météo, elle est hyper importante.
Et la pression atmosphérique, l'humidité, c'est vraiment les deux principaux agents qui vont permettre la diffusion ou l'entraver. Si c'est trop sec, en fait, les odeurs peinent à monter jusqu'à notre nez parce que comme notre nez, en fait, on a des muqueuses et dans ces muqueuses, ça prend de l'humidité. Si on a un nez trop sec, on peine à sentir et les molécules peinent à venir jusqu'à nous. À force de sentir et de humer, le nez de Julie Fortier s'est entraîné à se rendre sensible à toute forme de nuances olfactives. Un savoir sentir qu'elle transmet autant que possible. Plus je travaille avec les odeurs, plus je suis à l'affût, en fait, du moindre changement, quand c'est nuageux, pourquoi ça sent plus. Ouais, c'est vraiment un rapport d'entraînement et d'attention. Quand je donne des cours sur l'olfaction à mes étudiants, je leur apprends d'abord à sentir. Je leur apprends qu'il faut flairer comme un chien. Il faut arriver à créer des turbulences dans le nez pour faire en sorte que les molécules puissent tourbillonner et trouver la bonne serrure pour pouvoir les percevoir. Mais pour détecter des petites nuances, des toutes petites facettes, il faut vraiment prendre le temps et créer ces turbulences, météorologiques ou non, dans le nez, mais recréer cet environnement propice avec des vents doux et des petites rotations de l'air dans le nez. Se laisser effleurer par l'air, vivre l'expérience charnelle et épidermique des phénomènes météorologiques. Camilla Melani est danseuse sur le spectacle Zéphyr, chorégraphié par Mourad Merzouki pour le Vendée Globe en 2021. Sur scène, une dizaine de danseurs évoluent au milieu du vent qui souffle. Elle me raconte de quelle manière le contact épidermique avec le vent joue un rôle central dans la projection concrète de son corps au cœur de cet élément aérien. Quand on travaille par exemple dans Zéphyr, c'était plus un truc d'imaginer la sensation sur la peau. Après, le fait de mettre du coup du ventilo tout de suite, parce qu'ils étaient là depuis presque les débuts, de mettre la voile tout de suite et du coup de ressentir la voile qui passe sur ta peau, ça change beaucoup, ça te met tout de suite dans une situation. Du coup oui, c'est hyper important parce que, ouais, comme je disais, c'est concret. Du coup, t'as pas juste l'idée abstraite en fait que tu dis... Là, tu fais le vent, là, imagine, t'as la mer. Non, t'as vraiment des mises en situation. Les sensations épidermiques, au contact des phénomènes météorologiques, peuvent être antagonistes. Le docteur en géographie Alexis Metzger en parle concernant la neige. Il décrit à la fois le froid qui nous prend lorsque des flocons tombent sur notre visage, et en même temps, la sensation de brûlure éprouvée lorsque le contact avec la neige est prolongé. Pour qui accepte de se laisser toucher, le contact de la surface de la peau avec les phénomènes météorologiques parle donc de sensations agréables ou non liées à une certaine vision intime et subjective du confort et de l'inconfort. Une soleil du printemps en fait qui tape pas forcément beaucoup sur la peau et qui fait pas mal entre guillemets. La glace, tu restes attaché parfois avec ta peau. Et tu glisses sur la glace et ça doit être quand même un truc incroyable. Surtout qu'avec la chaleur du corps, la glace fond. Parce que je l'imagine justement sur ma peau vu que ça tombe doucement et que ça fait presque des chatouilles en fait. Quand tu le sens, même dans ton visage, je pense que souvent la brume comme ça, comme l'imagine, elle est fraîche. Notre tourbillon sensoriel s'achève par le goût. Ce sens entretient en effet un lien bien plus étroit qu'on ne le croit avec les phénomènes météorologiques. Ryoko Sekiguchi, poétesse et écrivaine, extrait d'émission France Culture 2020. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ignore et qu'on découvre alors qu'il a bien existé, comme, je sais pas, les variétés de poissons qu'on n'a pas utilisées, les herbes qu'on croyait non comestibles alors qu'il est parfaitement comestible et bon. Et le nuage en fait partie. Le nuage, il est sans gluten, sans gras, sans sucre, parfaitement terroir, parce que où que vous trouvez, il y a des nuages de formes différentes. Loin d'être une simple vue de l'esprit, des spécialités gustatives, prenant comme ingrédient ou inspiration les phénomènes météorologiques, existent ou ont existé. Dans l'ouvrage collectif « La pluie, le soleil et le vent, une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait », est évoqué par exemple l'usage culinaire de la neige dès l'Antiquité romaine pour rafraîchir le vin. C'est cette utilisation de la neige près de l'Etna
en Italie, qui aurait d'ailleurs conduit à l'invention des crèmes glacées. Tout comme l'olfactif, le goût nous transforme profondément. Chaque fois que nous mangeons du végétal, nous nous laissons traverser par l'énergie solaire transmise aux plantes par la photosynthèse. Emanuele Coccia, philosophe, extrait d'émission France Culture 2017. On oublie que si notre vie est possible, c'est parce qu'il y a un astre qui nous fournit l'énergie nécessaire pour vivre et que tout ce qui est sur Terre n'est rien d'autre qu'une transformation de cette énergie. Et de ce point de vue, les plantes sont importantes car elles sont les véritables médiateurs cosmiques. Elles sont elles qui traduisent cette énergie solaire, cette énergie qui nous traverse constamment. Dans l'expérience gustative, la température joue également un rôle fondamental. Au-delà d'absorber de la fraîcheur ou de la chaleur, c'est la digestion des aliments qui influe sur notre température intérieure. Par cette thermorégulation, une météorologie s'opère à l'intérieur de notre corps. C'est pour cette raison que l'architecte Philippe Rham parle à ce propos de 2 sources de chaleur, en quelque sorte de soleil. L'un extérieur et astronomique, l'autre intérieur, charnel et digestif. Nous achevons ici le réveil progressif de nos sens. Bien loin de se vivre de façon isolée, les sens s'associent constamment dans notre immersion météorologique sensorielle, donnant lieu à une puissante synesthésie. Notre corps procède d'une immense récolte sensible dont notre peau, nos yeux, notre nez, notre bouche et nos oreilles en sont le réceptacle. Cette récolte protéiforme est une façon d'enrichir d'une nouvelle dimension notre compréhension météorologique et notre relation à l'atmosphère. Cette expérience du temps à corps perdu suppose, comme nous l'aurons compris, de nous émanciper de nos habitudes corporelles modernes. Imprégné du temps qu'il fait, le corps vit l'instant présent et se détache de son autodomestication pour se réensauvager. Il quitte ainsi sa relation anesthésie à l'atmosphère. Ici, il n'y a pas d'altérité, nos sens nous font prendre corps et nous fusionnons au monde avec les phénomènes météorologiques comme liant. Nous avons un fond Là, d'un on entend bleu, quand même les cigales. d'un Les bleu cigales qui très accompagnent la azuré, chaleur relativement qui est chaleur sur mon corps, parce que dans la pièce. Et vraiment donc, avec du coup, le soleil moins qui fait fraîche que si on avait eu tout de suite un un peu de... C'est un orage manqué. Dans le prochain épisode, je vous propose de vous laisser porter dans l'exploration proprioceptive de l'influence des phénomènes météorologiques sur les mouvements de notre corps. Vous venez d'écouter l'épisode 2 du podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait, produit à l'ENSI Les Ateliers par Marie Lestanguet.